Bon, si ça ne vous dérange pas, on devrait être plus nombreux, mais on va quand même commencer, parce qu'il y a des contraintes d'horaire qu'il faut respecter. Monsieur, oui, le mouvement européen, c'est ici. Donc, tout d'abord, je pense que nous sommes tous très heureux d'accueillir Sylvie Guillaume à double titre. Un, parce que moi, j'y suis pas, mais on me dit que c'est une très très bonne députée européenne. Si, les statistiques le montrent. Et d'autre part, parce qu'elle est membre du mouvement européen, quoi. Hein, et depuis un certain temps. Oui, depuis un certain temps. Alors, elle en est quand même à son 3e mandat, ce qui est quand même pas mal. Elle a été élue en 2009, la première fois. Donc, 3 mandats. Je pense qu'elle va pouvoir vous parler d'à peu près tous les postes possibles au Parlement, parce qu'elle les a presque tous occupés, sauf que le poste de président du Parlement, peut-être. Il y en a un autre. Il y en a un autre, voilà. Mais vice-président, bien sûr, responsable d'une commission, bien sûr, rapporteur, bien sûr, enfin bon. Elle va vous raconter tout ça. Alors, moi, je voulais juste commencer par une forme de boutade. On dit que, ou certains disent que l'Union européenne est une nouvelle tour de Babel, inventée par les ennemis de l'Europe, ou un dieu machiavélique, pour que les différences culturelles des Européens les condamnent à ne pas s'entendre. Alors, je voudrais commencer en disant à Sylvie, dites-nous pourquoi comparaison n'est pas raison et que finalement, vous arrivez quand même à vous entendre. Voilà. Eh bien, d'abord, merci beaucoup de votre invitation par cette chaude fin d'après-midi parisienne, ce qui n'est pas désagréable. Je suis vraiment ravie, aux 2 titres que vous avez évoqués, d'être devant vous. Et j'espère qu'on aura un échange. Je crois que c'est ce qui sera le plus adapté à cette situation. Cette situation n'est pas complètement vraie parce qu'en fait, elle fait référence d'une certaine manière à une autre, ou en tout cas à un autre. Un motto de l'Union, c'est que nous sommes unis dans cette diversité, en fait, en réalité. Et cette diversité aussi nous permet d'avoir des échanges, de nous nourrir, d'apprendre de l'autre. Quelquefois, soyons clairs aussi, de nous engueuler ou d'être en confrontation. C'est pas un lieu, le Parlement n'est pas un lieu complètement neutre, évidemment, mais ça nous permet, je crois, d'être vraiment voilà, dans cette confrontation et dans cet échange. Et c'est ça qui fait vraiment le sel de notre fonction. Est-ce que vous diriez qu'en devenant député, vous changez de dimension? Autrement dit, votre vision du bien commun change, s'élargit. Il ne faut pas voir ça comme étant péjoratif à l'égard de mes collègues députés, enfin parlementaires français. Mais je trouve que pas tout à fait quand même le même. On n'a pas tout à fait la même fonction, j'allais dire le même métier, mais c'est pas un métier. On n'est pas tout à fait dans le même registre de fonction. Mais oui, là où vous avez totalement raison, c'est que moi j'ai aussi cherché à être députée européenne. Parce que je trouve que je n'avais pas suffisamment de réponses au plan national et que les fonctions que j'avais exercées avant comme élue, j'ai été conseillère régionale en Rhône-Alpes avant qu'on rapte l'Auvergne avec Rhône-Alpes pendant 2 mandats, et j'ai été également adjointe au maire à Lyon. Donc, et ces 2 fonctions qui étaient absolument intéressantes en elles-mêmes, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose dans la recherche peut-être de solutions qui soient plus adaptées, plus puissantes aussi vis-à-vis des citoyens. Et donc, de ce point de vue, effectivement, c'est un mandat un peu différent. Vous diriez, on dit, j'ai vu comme moyenne, un député européen, pour arriver à être vraiment parfaitement performant, il faut entre
18 mois et 2 ans. Est-ce que vous diriez Absolument. que c'est Absolument. c'est ça? Absolument, parce que pendant une année, on est vraiment... Alors, euh, indépendamment d'ailleurs des fonctions qu'on a exercées avant, le fonctionnement est tellement différent et il y a un tel volume d'informations à enregistrer que, d'une part, il faut vraiment prendre le temps de s'imprégner de tout ça. Et je dirais que la deuxième condition pour arriver assez vite à progresser, c'est de se saisir tout de suite d'un sujet et tout de suite de ce qu'on appelle un rapport. Tout de suite, on devient responsable d'un texte. Alors des fois, moi je me souviens l'avoir fait très très tôt. J'étais un peu paniquée au démarrage parce qu'on ne connaît pas vraiment les procédures, donc on est vraiment... puis il y a, comme je disais tout à l'heure, un très gros volume d'informations à apprendre. Mais je crois que c'est aussi un bon moyen d'apprendre très très vite à surnager parmi les... On était 751 à l'époque, mais les 704 autres maintenant. C'est-à-dire les travaux pratiques. Oui, absolument, Voilà. tout de suite. Les tout travaux de suite. pratiques. Ça, donc vous donneriez comme premier conseil déjà de ne pas attendre et de tout de suite s'investir dans un projet. Absolument. Et d'ailleurs, je donne souvent ce conseil-là aux gens qui m'interrogent sur ce sujet. Oui, oui, il faut tout de suite s'y mettre, même si on panique un peu, même si on n'est pas tout à fait au point, on apprend. Et c'est aussi ça qui fait qu'on est respecté au Parlement européen. Alors, je ne dis pas que je suis respecté au Parlement, mais ça contribue de manière générale à ce que les gens soient respectés, les élus soient respectés dans le mandat. C'est à partir du moment où ils travaillent. Les touristes au Parlement européen, il y en a, encore quelques-uns. Je ne vous demanderai pas de nom. Je ne citerai pas de nom, mais c'est quand même c'est assez large sur le spectre politique. On en trouve à peu près partout. Mais ces touristes-là, ils sont appelés à avoir d'autres fonctions. D'ailleurs, c'est ce qu'ils recherchent en règle générale. Ou bien ils ne restent pas très très longtemps dans le business. Oui, c'est-à-dire, ce que j'ai lu, c'est que les Français se sont illustrés dans l'histoire comme la nation qui avait le plus de taux d'émission pendant le mandat. Est-ce que c'est toujours vrai? Alors, j'ai plus ces statistiques en tête, mais oui, effectivement, moi j'ai vu au cours de ces 3 mandats partir, je n'ai pas fait le total d'ailleurs, un nombre assez important de mes collègues pour des fonctions nationales, de ministres notamment, mais pas que. Et alors je leur en veux pas parce qu'en plus, par rapport à ce que je vous disais à l'instant, c'est pas nécessairement les plus dilettantes de l'affaire qui étaient là. Oui, alors que c'est une vraie perte. Voilà. Et donc quelquefois ça a fait un vrai trou d'air. Mais c'est vrai que là où vous avez raison, c'est que mon sentiment est que cette tendance croît et qu'on a de moins en moins de parlementaires qui sont là dans l'attente d'autre chose, français s'entend, mais des parlementaires qui sont réellement investis dans leurs fonctions avec une vraie perspective d'avenir. Ce qui, de mon point de vue, vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais ce qui, de mon point de vue, est quand même beaucoup plus appréciable que la tendance inverse. Et vous diriez que d'avoir eu un mandat national avant d'aller au Parlement, c'est un atout? Ne l'ayant pas eu, je ne peux pas vraiment être tout à fait formelle là-dessus. Je ne peux pas vous répondre comme ayant vécu... moi, je n'ai pas été députée ni sénatrice, et je ne compte pas le devenir d'ailleurs. Non, mais un mandat mais, aussi un municipal. Mandat, vous voulez dire? Ah oui. Oui, ça apprend. C'est comme toute fonction d'expérience. Ça permet d'acquérir des compétences et peut-être de gérer un certain nombre de situations, de gérer la manière dont on interagit avec d'autres. Évidemment, ça permet d'acquérir un stock de compétences qui naturellement est utilisable. Et puis, ça dépend si vous vous mettez à faire correspondre votre expérience avec ce que vous voulez faire dans le Parlement européen. Moi, j'ai toujours été très intéressée aux questions liées à la migration, à l'asile, aux droits fondamentaux, à la lutte contre les discriminations, comme étant vraiment quelque chose qui m'a plutôt motivée depuis très très longtemps, même avant que je sois élue. Donc c'est vrai que si vous faites concorder ça dans votre fonction parlementaire, vous prenez un petit avantage aussi là-dessus. Et donc c'est vrai que c'est utile. Justement, ce qui m'impressionne, c'est que de ce point de vue-là, vous avez un peu carton plein. Parce que vous êtes occupé de questions de liberté, vous vous êtes occupé de questions d'organisation du marché, vous êtes occupé de lutte contre la discrimination. Enfin, autrement dit, sur vos 3 mandats, vous avez ratissé assez large.
Oui, alors il y a une part de choix et il y a une part de circonstance. Le choix, c'est celui qui fait la suite avec ce que je vous disais à l'instant, c'est que, je sais pas que si je vous regarde vous, j'essaie d'alterner de vous regarder vous et vous, pardon, hein, Comme j'essaie vous voulez, d'être mais la poli salle avec... appréciera si vous voulez. Donc, en concordance avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que faire valoir son expérience dans le mandat de parlementaire, c'est quand même appréciable. Donc, j'ai fait ce choix, moi, et j'ai eu la chance de pouvoir, au cours de ces 3 mandats, me spécialiser d'une certaine manière, en tout cas, voilà, augmenter, je pense, en compétences sur les questions que vous avez évoquées, de migration, d'asile, droits fondamentaux, lutte contre les discriminations, pour faire vite la commission liberté civile du Parlement européen. Et puis, il y a une part qui n'est pas tout à fait conforme au choix, puisqu'il y a 22 commissions parlementaires au Parlement européen, qui évidemment sont toutes intéressantes, mais qui présentent soit certaines plus d'intérêt que d'autres, on va dire, et qui sont plus concordantes à vos compétences. Et quand on est peu nombreux, et moi j'ai quand même eu la malchance de n'être pas forcément dans des délégations politiques qui ont été massivement élues. C'est une façon élégante de dire qu'on n'a pas fait des scores extraordinaires, voilà, dit autrement. Donc quand on est très très peu nombreux, il faut couvrir donc un spectre très très large de commissions. Et donc la dernière fois, on a été élu à 6. 5, puisque au démarrage, ma collègue, la dernière collègue de la liste, attendait que les Britanniques soient partis pour pouvoir intégrer le Parlement européen. Et je vous garantis qu'à 5 pour 22 commissions, c'est quand même très très compliqué. Donc parfois Donc on se retrouve... Voilà. Les discussions de groupe devaient être plus restreintes. C'est-à-dire que ça nous oblige, on n'a pas la puissance dans le groupe d'imposer des visions par rapport à d'autres délégations qui sont plus nombreuses. Évidemment, ils ont un choix prioritaire. La puissance fait la loi, d'une certaine manière. Et puis, on est obligé de choisir quelquefois des commissions qui sont un peu moins concordantes avec notre façon de penser. Quand vous avez cité marché intérieur, voilà. C'est vrai que ce n'est pas nécessairement la commission où j'ai été le plus heureuse de ma vie, mais ça fait partie aussi d'un sujet très, très important. Oui, je l'ai fait parce que j'étais chef de ma délégation et qu'il fallait que je fasse ce choix. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours un lieu d'apprentissage. Donc on en tire toujours un apprentissage sage, quel qu'il soit. Alors vous avez parlé des 22 commissions. Oui. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, la notion 1 de comment on est choisi pour travailler ou comment on choisit sa commission est un peu mystérieuse. Et la deuxième, c'est un problème plus pratique, c'est comment peut-on faire dans une commission où il y a un certain nombre de pays, parce que je pense que tous les pays ne sont pas forcés d'être tous dans la commission, comment peut-on faire pour travailler ensemble? Alors vous avez raison, je redéroule dans le sens inverse. Effectivement, tous les États membres, enfin tous les représentants élus dans les États membres ne sont pas membres de toutes les commissions, puisque certains États membres ont un très très faible nombre d'élus. Malte a 6 élus, donc à l'évidence... 6 par rapport à 22. Voilà, c'est compliqué. Mais pour choisir, il y a effectivement ce qui vous guide en termes de personnalité et d'intérêt et de compétences. Et puis, il y a aussi la coopération possible avec certains autres de vos collègues. Et c'est là où une des fonctions que vous avez tout à l'heure oubliée me concernant, mais vous avez raison de l'avoir oubliée, parce que je ne l'ai pas exercée, c'est la fonction de coordinateur ou coordinatrice. Dans une commission, quand on a choisi d'être membre de cette commission, il y a une sorte de bureau oui, c'est pas une sorte, c'est un bureau qui est élu parmi les parlementaires membres de cette commission. Et puis, à côté, il y a dans chacun des groupes, dans ces commissions-là, cette fonction de coordinateur, coordinatrice. Et c'est vraiment le pivot du travail parlementaire, je dirais, d'une certaine manière, parce que c'est à la fois la personne qui vous donne, enfin, je dirais pourquoi tout à l'heure, achète les rapports quand ils sont mis en discussion, ou ils sont mis pour être achetés, du coup. Il choisit les rapports. Voilà, il fait un choix de prédilection sur les rapports qui sont mis en discussion, et qui donc a ce pouvoir de vous choisir, vous, quand vous faites témoignage de votre intérêt pour un sujet,
d'être le rapporteur ou ce qu'on appelle le shadow rapporteur, c'est-à-dire le rapporteur pour votre groupe, qui n'est pas le leader sur... donc c'est lui qui fait ce choix. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve avec des équipes de travail qui sont quelquefois assez étonnantes. Vous avez quelquefois des parlementaires que vous connaissez, donc la discussion, la capacité à faire des compromis, à trouver des accords est plus facile. Puis des fois, vous êtes complètement dans l'inconnu avec des gens que dont vous n'avez pas connaissance avant de les rencontrer dans votre équipe. Et là, ça devient compliqué. Mais voilà, c'est un peu cette architecture. C'est le coordonnateur qui a la responsabilité de trouver les compromis? Non. Ça, une fois que vous êtes désigné rapporteur ou rapporteur fictif sur le dossier concerné, sur le texte concerné, c'est vous qui êtes maître de vos choix. Alors évidemment, vous restez dans un cadre de discussion qui est propre à votre version politique et qui est aussi évidemment lié aussi à votre capacité à faire des compromis. Mais le coordinateur est à la fois quelqu'un qui vous conseille, auquel vous pouvez faire appel pour vous conseiller, qui, comme il est en lien avec ses autres collègues coordinateurs des autres groupes, il peut donner un petit coup de main de temps en temps quand ça coince dans telle ou telle discussion. Mais c'est vraiment à lui, voilà, c'est une fonction vraiment qui est... alors qui n'est pas du tout gratifiée dans le Parlement, mais qui est très très importante pour nous tous. Bonjour. Oui, justement, sur ce thème-là, supposons qu'il y ait un désaccord à l'intérieur d'une commission entre les membres. Alors, j'ai vu que le nombre de membres peut varier d'une commission à l'autre, oui. Mais s'il y a un désaccord, comment résout-on les désaccords? Mais j'imagine que vous parlez de désaccords... sur le rapport. Voilà, mais pas nécessairement dans un même groupe. Non, sur le rapport, puisqu'à la fin, vous dites que c'est le rapporteur qui a le dernier mot. Oui, et il a le dernier mot sous réserve qu'il arrive à faire voter son texte. Voilà. Il y a un petit détail qu'il ne faut pas oublier quand même, puisque c'est ça qu'il faut. Le but ultime, c'est quand même celui-ci. Et donc, il y a toujours des désaccords. Évidemment, nous sommes une assemblée politique, donc on n'est jamais, par exemple, tous réunis entre Français pour partager entre Français. Ça ne se fait pas. Enfin, ça ne fait pas. Ça n'est pas utilisé parce que personne n'en voit vraiment l'utilité. Par contre, ce fonctionnement politique crée évidemment un certain nombre de désaccords. Alors, c'est plus ou moins prononcé selon les sujets, bien entendu. Il y a certains sujets qui sont relativement consensuels. Et là, obtenir ou aboutir à un consensus et faire voter un rapport ultra majoritairement dans une commission ne posera pas de problème notable. Et il y a d'autres sujets beaucoup plus controversés sur lesquels, notamment dans certains sujets liés à la migration, vous pouvez imaginer qu'on ne part pas du tout des mêmes points de vue, on n'a pas du tout les mêmes préconisations et pas du tout les mêmes votes forcément à la fin. Donc ce qui fait le résultat final est la capacité de discussion, d'essayer de retrouver des rapprochements jusqu'à certaines limites, ça c'est le travail du rapporteur, et de faire voter ce rapport à la fin. Donc majoritairement. Le rapporteur est quand même un influenceur quand ensuite... Absolument. Voilà. Donc... Absolument. D'autant qu'au final, je pense que comme vous êtes familier de ce fonctionnement, je n'ai pas à le rappeler, mais comme vous avez un fonctionnement un peu en tuyau du côté parlementaire et du côté du Conseil, nous, notre travail, enfin, partant du texte de la Commission qui est en gros le scribe législatif, on va dire, et qui fait passer les textes dans les deux silos des deux autres institutions, au final, le rapporteur, non seulement il a l'obligation de faire voter dans la commission parlementaire, de mener son rapport en plénière et de le faire voter en plénière, c'est-à-dire de faire partager avec les 704 autres, et il a ensuite la responsabilité du Parlement, j'allais dire indépendamment de sa fonction politique, pas tout à fait, mais institutionnellement, il est responsable pour le Parlement de la discussion avec le Conseil pour essayer, là aussi, d'aboutir à un texte commun. Donc c'est vraiment lui, quand on dit que le rapporteur est vraiment le maître de son dossier, il l'est vraiment jusqu'au bout. Alors, il arrive, qu'il y ait des retournements de situation. Oui. Où un rapporteur se fait déborder dans sa commission sur sa propre opinion. C'est assez rare quand même, mais ça arrive. Et le rapporteur décide d'enlever son nom du rapport et de sortir son rapport. C'est arrivé. C'est arrivé. Oui. Et alors là, on parlait d'une discussion à l'intérieur de la commission.
s'il y a un désaccord avec le Conseil, est-ce que vous avez eu des cas? D'ailleurs, dans des dossiers sur lesquels vous étiez législatifs, sur lesquels vous étiez rapporteur, est-ce que vous avez eu des conflits ou en tous les cas des différences d'opinion avec le Conseil? Oui, oui, absolument. Oui, oui, absolument. Et dans ces cas-là, comment ça se résout? Eh bien, ça se résout par la discussion, par des heures et des semaines et quelquefois des mois. Et je dois avouer, de temps en temps, je vous donnerai un exemple, des années de discussion avec le Conseil. Justement, donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple. Alors, parce que ça, c'est un exemple qui est, je crois, assez significatif. En 2009, pardon. Alors, j'étais pas rapporteur, mais j'étais rapporteur fictif sur ce sujet. Le Parlement européen a voté sur la directive anti-discrimination. Donc, un texte plutôt ambitieux d'ailleurs, qui prenait toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, de l'âge, du handicap, enfin vraiment quelque nature que ce soit, vote son texte en commission, le Parlement vote son texte en plénière. Nous n'avons toujours pas réussi à aboutir avec le Conseil, nous sommes en 2023. Voilà, donc, et les discussions ont bloqué. Notamment pour des raisons bassement matérielles, puisque certains États membres du Conseil ne sont pas d'accord avec les engagements que représente la lutte contre la discrimination, notamment en termes de finances, comment on compense un certain nombre de handicaps notamment. Et bien voilà, nous sommes en 2023. La présidence suédoise, qui va terminer d'ici quelques semaines sa présidence tournante, a essayé de relancer les discussions, mais sans ouverture, malheureusement, du tout de la part de ses collègues au Conseil. Donc, dans ces cas-là, le texte n'est pas voté? N'est pas voté? Non. Il n'est pas voté par... C'est-à-dire que... Il n'est pas voté, voilà, il n'est pas entériné. Voilà. Non, mais absolument pas. Et donc, il est ce qu'on appelle bloqué. Alors, à certains moments, les textes sont retirés. Il y a eu un petit effort, je pense que c'était... je me souviens plus si c'était début de la commission von der Leyen. Oui, ça devait être début de la commission von der Leyen. Peut-être que je fais une erreur, c'est peut-être le deuxième Juncker. Mais bon, dans un des débuts de commission, on a eu ce travail de clause de revoyure sur ces textes. J'ai essayé d'éviter un néologisme. En fait, on faisait un review de tous les textes. Et en gros, on a essayé de regarder tous ceux qu'il fallait oublier, quoi, parce que ça devenait vraiment... un peu incohérent de garder sur le travail des textes aussi anciens. Donc certains sont tombés, certains ont été mis à la poubelle, on va dire. D'autres sont restés peut-être par leur forte fonction symbolique. Et c'est vraiment entre vous et le Conseil, la Commission ne joue aucun rôle là-dedans, ou est-ce qu'elle peut influencer quand même? Si, puisque ces discussions-là s'appellent des trilogues, donc nécessairement, dans trilogue, il y a un troisième larron, et le troisième larron est la Commission, qui revient donc en situation de discussion à ce moment-là. Encore qu'elle ne lâche jamais l'affaire, d'une certaine manière, puisque souvent on a des discussions avec les différentes directions de la Commission au cours de l'avancée des dossiers, et soit ils nous donnent des conseils, soit ils nous donnent des informations sur ce qu'ils ne devraient pas d'ailleurs, mais sur ce qui s'est passé au Conseil. Donc la Commission vient pour aider à l'écriture finale de nos compromis. Donc oui, oui, tout à fait, absolument. Bon. Oui, puisqu'on ne peut pas laisser éternellement un projet de loi, surtout s'il n'est pas retiré, on ne peut pas le laisser éternellement en situation d'abandon. C'est pas possible. Enfin, je crois que, d'après ce que vous dites, c'était un peu la technique. C'est-à-dire de le laisser périr de lui-même. Sur certains textes, mais c'est quand même très, très voyant, très visible. Et je trouve que ce n'est pas très sérieux. Donc ça peut être reproché à tout le monde et je ne pense pas qu'on mérite... on doit rechercher ce type de reproches. En ce qui vous concerne, est-ce que vous vous souvenez du nombre de votes auxquels vous avez participé? De votes? De votes. Oh my God, non. Ça, non. Il y en a combien par an, en gros? Mais non, je ne peux pas vous dire par an, mais vous allez faire une petite multiplication. Ça dépend effectivement des sessions plénières, mais si je ne compte que les plénières d'ailleurs, oui, parce qu'il y a tous les votes en commission. Il y a les sections. Mais une bonne session plénière, on a quand même au moins 150 à 200 votes. D'accord. Quand on vote sur les charges budgétaires, on multiplie les choses encore. Et vous multipliez donc par 10 sessions, plus des mini-sessions.
Alors, il y a peut-être un endroit, j'ai découvert un site qui a répertorié, si ce n'est tous les votes, je n'ai pas encore vérifié ça, parce que je suis tombée dessus par hasard, mais qui fait des stats sur les... J'ai vu une statistique de 7000 votes par an. Oui, oui, ça ne me paraît pas complètement incohérent. Oui, oui. Oui. Mais je pense que je vérifierai avec le site en question, parce qu'on a, on a vraiment tous les rapports qu'on a votés, et puis les questions orales, les questions écrites, tout ce qu'on a, tout notre patrimoine est répertorié. Dans quelles circonstances intervenez-vous au Parlement? En plénière, vous voulez dire? Oui. C'est un procès. Alors d'abord, si vous êtes, ça dépend si vous êtes là aussi rapporteur ou acteur du texte concerné. Évidemment, si vous l'êtes, soit au titre de rapporteur, soit au titre de rapporteur fictif, vous avez une sorte de prééminence, on va dire, pour prendre la parole lors de la plénière. C'est assez logique. Après viennent tous ceux qui s'intéressent à un titre ou à un autre au sujet, ou qui se sont intéressés à ce sujet, qui essayent effectivement de prendre la parole. Mais c'est une mécanique très compliquée, en fait, plus exactement très frustrante, puisque le temps de parole en plénière est divisé proportionnel au nombre de membres du groupe. Donc évidemment, les gros groupes ont un grand temps de parole, un long temps de parole, et les plus petits, évidemment, beaucoup moins. Et quelquefois, ça se percute. Beaucoup de gens voudraient prendre la parole parce que c'est visible, parce que ça a une portée symbolique, ou parce que le sujet est d'actualité. Et c'est vraiment assez féroce d'arriver à se faire désigner comme ça. Et c'est souvent... Alors il y a une mécanique, notamment grâce au coordinateur qui se met en place, qui... s'il vous est un peu à la bonne, c'est vrai qu'il vous aide quand même aussi à prendre la parole. Les vice-présidents des groupes ont souvent une forme de prééminence aussi dans tout cela. Et puis après, c'est votre maîtrise du sujet. Mais par rapport à cela, je crois qu'il y a quelque chose qui est effectivement très très frustrant, c'est que ce court temps de parole, vous pourriez vous dire, si le sujet est important et s'il y a des choses importantes à dire dessus, on va essayer d'avoir un temps de parole un peu long. Donc les groupes pourraient faire le choix d'avoir sur 15 minutes, 3 fois 5 minutes, plutôt que 15 fois 1 minute. Ben oui. Malheureusement, la plupart du temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent la parole, beaucoup de parlementaires veulent prendre la parole, ça se termine plus souvent à 15 fois 1 minute plutôt que 3 fois 5 minutes. Ce qui est, de mon point de vue, alors évidemment, quand on veut paraître sur les réseaux sociaux, c'est plus utile d'avoir une minute de temps de parole, mais ce qui, en termes de démonstration politique et institutionnelle, et quand même rend les choses un peu légères, on va dire, en tout cas inadaptées. Et surtout, ça oblige à choisir vraiment un point d'intervention, parce qu'en développer deux en 1 minute devient, on est beaucoup trop sommaire, on n'est pas compréhensible. Alors l'idée, c'est effectivement d'être aussi compréhensible vis-à-vis de l'extérieur. S'il advenait que nous ne parlions que entre nous, les choses seraient un petit peu différentes. Mais là, on est supposé également, puisque toutes les séances sont retransmises, le Parlement est la maison la plus transparente et ouverte qui existe. Donc tous les débats sont streamés, n'importe qui peut se mettre sur le site et écouter les débats en direct. Donc l'idée, c'est quand même que nous soyons perçus par les citoyens, et ça, c'est pas toujours très très simple, en 1 minute. Et le rôle de la présidente de la commission, est-ce qu'il est du même type que la présidente, par exemple, de l'Assemblée nationale, de la commission, du Parlement? Est-ce qu'il est du même type que, par exemple, la présidente de l'Assemblée générale en France, c'est-à-dire quand même une présidence assez énergique? Alors, s'il s'agit d'énergie, oui, je vous confirme que c'est énergique tout à fait en ce moment au Parlement européen. Ça l'est d'ailleurs objectivement depuis les 3-4 dernières présidences. Avant, c'est vrai qu'on était dans un autre registre. Là aussi, il n'y a rien de péjoratif de mon point de vue, parce que les gens ont différentes compétences. Donc oui, du point de vue de l'énergie, c'est effectivement le cas. Et du point de vue, je dirais, du rôle institutionnel, oui, je crois que ce rôle s'est renforcé ces dernières années, on va dire, ces 2 derniers mandats, pour être vraiment un rôle qui n'est pas du tout honorifique. C'est-à-dire que président du Parlement, c'est un rôle... Oui, c'est un rôle d'intervention, c'est un rôle politique.
Ayez en tête quand même que Roberta Metsola, présidente actuelle du Parlement européen, est la première qui se soit rendue des 3 institutions à Kiev, en pleine guerre. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, la présidente est quelqu'un qui joue un rôle politique qui s'affirme au fur et à mesure des années, absolument. On a eu, nous, une conférence il n'y a pas tellement longtemps sur la question du multilinguisme. Alors vous, quelle est votre vision du multilinguisme à Bruxelles et à Strasbourg? Et à Strasbourg aussi. Oui. Il faut le maintenir absolument. D'abord parce que institutionnellement c'est important et que ça a une portée symbolique très très importante pour les citoyens. Le Parlement n'est pas le lieu où on ne parlerait qu'un mauvais anglais collectivement, même si on le fait aussi, ou bien où il y aurait seulement quelques langues vraiment supérieures à d'autres. Il faut vraiment symboliquement avoir cette diversité linguistique. Et puis par ailleurs, ça a un autre avantage dans cette diversité linguistique. Au demeurant, ça en aura un troisième, c'est d'avoir une kyrielle d'interprètes qui sont vraiment des gens assez extraordinaires dans leur fonction. Mais c'est aussi la capacité à s'exprimer de façon fluide dans sa propre langue, en n'étant pas justement trop sommaire dans ses propos. Chacun pourrait s'exprimer dans un mauvais anglais, mais en n'ayant pas le niveau de subtilité, à mon avis, suffisant, et quelquefois en ayant des mauvais amis linguistiques qui font qu'on commettrait des erreurs. Donc le fait de pouvoir effectivement, en plénière ou dans les réunions officielles, avoir accès à la traduction dans toutes les langues de l'Union est vraiment, je crois, la garantie d'une forme de qualité aussi de nos propos. Ce n'est pas toujours le cas tout le temps. On a une vision, enfin, on a une impression, nous, que le fait d'utiliser plusieurs langues, enfin, chaque pays a sa propre langue, enfin il y a 20 langues dans le Parlement, que ça ralentit les débats. Vous diriez ça, vous? Alors, oui, il y a des effets induits d'avoir des traductions, puisque comme les interprètes, alors ils ont un système qui est d'une sophistication extraordinaire, ils ont des groupes de langues, en fait, il y a une langue pivot par groupe de langues, et donc ils font des regroupements, ne me demandez pas lesquels, c'est vraiment extrêmement sophistiqué, et donc il y a une langue pivot par groupe, et en fait, c'est vrai que du coup, vous avez un petit décalage. Mais je pense que c'est surtout gênant quand vous voulez faire une blague. Ça ne marche pas au Parlement européen. Si vous voulez faire une blague, ça ne marche pas parce que, ben non, parce que déjà, Edin, ça peut marcher dans une langue, mais ça ne marche pas nécessairement dans une autre. Et en plus, comme il y a un décalage, vous faites votre blague, vous attendez, et puis en fait, c'est au bout de 35 ou 40 secondes que quelqu'un vaguement a compris la blague que vous avez faite. Donc ça ne marche pas du tout. Mais ce décalage n'est pas gênant dans le reste des débats. D'abord parce que c'est pas, pour être tout à fait honnête, c'est pas toujours c'est pas contradictoire. Les débats de plénière ne sont pas des débats contradictoires ping-pong, rarement. Donc vous avez le temps, effectivement, de poser votre acte et de le voir traduit. C'est moins gênant qu'une discussion en elle-même. Je pense que quelqu'un comme Lamassoure a dû être assez malheureux. Du temps de parole, vous voulez dire? Oui, c'est absolument indéniable. Mais il n'est pas le seul. Bon. Est-ce que... j'ai d'autres questions, mais il y a que moi qui en pose, mais je suis sûr que vous voulez en poser aussi. Donc, faites. Qui veut poser une question? C'est vrai qu'on est rentré dans le vif du sujet tout de suite. Comme ça, on est rentré dans le vif du sujet. Oui, Jean-Claude. Bonjour. Mmh. Oui. Mmh.
Mm. C'est difficile à répondre à votre question. Enfin, c'est pas difficile, mais vous introduisez effectivement là aussi pas mal de subtilité parce que les sujets importants ne sont pas nécessairement les plus visibles et ce ne sont pas nécessairement d'ailleurs ceux qui vont le mieux répondre à un certain nombre d'aspirations des citoyens ou qu'ils projetteront eux dans l'Union européenne. Et c'est un peu ça la difficulté, c'est-à-dire que on sait très bien que on sait très bien. Je vais le prendre à ma charge puisque c'est ainsi que je le perçois. De mon point de vue, l'Union ne répond pas suffisamment clairement à un certain nombre de besoins de nos concitoyens, mais ceux-ci ne trouveront pas nécessairement auprès de l'Union les réponses à leurs problèmes du quotidien. Dit autrement, on a toujours cette ambiguïté sur les compétences de l'Union et les compétences nationales ou d'autres compétences locales. Et ça, je crois que c'est une des ambiguïtés et une des premières choses que nous devrions continuer à faire. Je sais que le mouvement européen le fait, d'autres organisations le font également et les parlementaires devraient continuer à le faire, c'est d'arriver à être suffisamment pédagogique et de bien montrer aussi les enjeux européens pour les citoyens. Mais pour en revenir à votre question, les sujets que vous avez évoqués sont, à mon avis, tout à fait fondamentaux. Je pense qu'on peut lire ceux qui seront importants à l'aune de ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Parce que, très sincèrement, quand on regarde depuis 5 ans la manière dont a évolué l'Union européenne, on a fait quand même des sauts extrêmement importants auxquels on ne s'attendait pas nécessairement, qu'on pouvait souhaiter, mais en se disant c'est un peu utopique ou on va mettre extrêmement longtemps à l'atteindre. Je donne quelques exemples. On a réussi à se sortir, je trouve, de façon plutôt efficace et en restant unis, du départ d'un État membre. Quand le Brexit a lieu, on a quand même quelques inquiétudes de savoir s'il n'y aura pas d'autres exits et si la capacité de savoir ce qu'on fait encore ensemble, à l'époque à 28 et puis à 27, va continuer à perdurer. Et ça a été à la fois une volonté politique du Parlement, de la Commission, du Conseil, et je l'avoue, menée aussi de main de maître par un ancien commissaire. Michel Barnier a joué un rôle absolument extraordinaire dans cette façon de faire. Après, moi j'ai eu des divergences avec Michel Barnier, mais sur cette façon de tenir l'Union, c'était quand même quelque chose d'important. Donc on a vécu ça. Et donc cette idée, d'ailleurs l'effet induit maintenant, c'est presque d'une certaine manière que plus personne n'a vraiment envie de sortir, en voyant la manière aussi dont les Britanniques, la situation dans laquelle se trouvent les Britanniques maintenant, qui est quand même une situation extrêmement périlleuse, économiquement notamment. Bref, on arrive à surmonter une pandémie mondiale. Alors, on n'est pas les seuls, mais collectivement, on franchit aussi cette étape-là, qui révèle des fragilités énormes, en termes d'approvisionnement, en termes d'organisation industrielle, en termes de dépendance. À vos souhaits, madame. Donc, tout un tas de fragilités sortent de là, et une crise économique potentielle majeure risque de toucher tous les pays de l'Union, quasiment tous. L'Union arrive à surmonter le pacte de stabilité et de croissance en faisant voler les critères qui enserraient les choses depuis longtemps. Mon idée, c'est plutôt une bonne chose que ça saute à ce moment-là, mais ce n'est pas l'idée de tout le monde. Et arrive à faire des dettes communes, un plan de relance commun, bref, fait des dettes là où c'était interdit d'en faire, et arrive à avoir une forme de, attention, gros mot à venir, fédéralisme économique et fiscal, presque. Pas tout, presque, j'ai dit presque. Fédéralisme économique appliqué. Là aussi, quand même. Donc, cette question de comment on évite le retour, l'effet cliquet, sera d'une importance capitale. Et comment on repositionne, comment on lutte contre nos fragilités économiques, d'approvisionnement, et je viendrai sur d'autres types d'approvisionnement dans un instant. Donc, je pense que ce deuxième grand sujet aussi, ça sera au cœur de nos réflexions. Et le troisième, c'est qu'on éprouve une guerre aux portes de l'Union européenne qui s'attaque territorialement à un État proche de l'Union. On est à la frontière de l'Union européenne
Et ça s'attaque aussi, appelons un chat, ça s'attaque aux valeurs de l'Union européenne. Vladimir Poutine ne s'attaque pas que à l'Ukraine, il s'attaque aussi aux valeurs de l'Union par effet induit. Et donc ce qui se passe à ce moment-là, toute la réflexion sur l'Europe de la défense, sur comment on contribue ou pas au bouclier des États membres, comment on réfléchit à l'OTAN, comment on fait en sorte que là aussi l'approvisionnement en gaz, en énergie soit positionné, comment on n'est plus dépendant par exemple du gaz russe. Enfin, ça a été quand même pour les Allemands un choc frontal extrêmement violent. Donc c'est aussi tout ça qui va nous obliger à avoir ce sujet des dépendances, en tout cas de l'autonomie et de l'énergie en ligne de mire pour ces réflexions. Et évidemment, vous avez cité cette question des migrations qui, et là je crains que malheureusement ce soit, hélas, instrumentalisé plus comme étant une peur plutôt que dans un sens positif de maîtrise collective. Et avec tout cela, j'aurais déjà cité, comme vous, pas mal de sujets. Ceux que vous avez évoqués en termes de gouvernance également, c'est la question de l'élargissement sous une forme ou sous une autre d'ailleurs. Est-ce qu'il y a c'est avec un sas ou sans sas? Sans sas. Sera effectivement là aussi un des grands sujets à venir. Donc je pense que ça sera autour de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même Si vous m'en veuillez pas, je vais tomber la veste parce que là je vous prie. Oui, je disais, est-ce qu'on peut espérer quand même qu'en matière d'immigration, en particulier en matière de droit d'asile, entre maintenant et les élections européennes, on puisse montrer un progrès? Ça dépend de ce que vous appelez un progrès, en fait, en réalité. Enfin, déjà, un début de solution. Alors, je pense qu'on sera capable de faire collectivement quelque chose qui est de nous mettre d'accord sur le pacte asile-migration qui est en circulation depuis 2020. Voilà. Et qui... non, je ne vais pas forcément vous donner mon point de vue sur ce sujet maintenant, mais... Donc ça, je pense qu'on devrait y arriver, ne serait-ce que pour des raisons qui sont diversement appréciables, mais qui sont qu'on sait comment est ce Parlement maintenant, et on ne sait pas comment il sera demain. Voilà, donc le saut vers une forme d'inconnu et potentiellement un inconnu qui soit encore plus nationaliste et encore plus rigoureux. Ça peut servir d'accélérateur. Voilà. Ça peut servir d'accélérateur pour trouver des solutions. Après, si votre question est sur le contenu de ces solutions, je pense qu'on a encore des visions extrêmement divergentes sur, pour faire vite, l'équilibre des solutions que nous construisons ensemble, l'équilibre entre la responsabilité et la solidarité. Et donc, ceci n'est pas nécessairement tout à fait équilibré entre le côté restrictif ou collaboratif en ce moment entre les différents États membres qui ont tous des bonnes raisons, entre guillemets, de trouver qu'ils accueillent trop de personnes, ou ils payent trop, ou les autres n'en font pas assez. Enfin, voilà, c'est vraiment un lieu de... Enfin, ce sont des sujets de divergence en raison des situations nationales qui sont elles-mêmes extrêmement divergentes ou différentes. C'est très différent d'être à Malte ou d'être en Sicile, aux frontières de l'Union européenne et comme pays de première entrée des gens qui viennent du sud du continent africain et qui transitent par le continent africain, que d'être en Autriche. On a d'autres types de problèmes de migration dans ces deux cas-là. Donc c'est cette complexité-là qui est difficile à régler, en fait. Ah, allez-y alors, pendant que monsieur répond. Vous parlez de quel collaborateur? Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Ah, si. Si, ils sont 8, je crois. 8 ou 10.
Voilà, c'est ce que je vous disais, enfin c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que notre façon de faire est vraiment d'abord d'être dans une assemblée politique. Donc ce que nous privilégions, c'est évidemment la discussion initiale avec les gens qui sont dans notre groupe politique. C'est là où se forge le point de vue commun, c'est là où les discussions ont lieu, c'est là où on décide des priorités, des champs d'investissement ou pas. C'est extrêmement rare de raisonner comme français ou comme nationaux. Alors, je dis ça, il y a évidemment des degrés. Hein. Je pense que certains, quand vous êtes si maltais, vous avez quand même tendance à vous rencontrer plus souvent, hein, c'est sûr, à vous connaître plus. Mais je pense que les 80, ils sont 92 ou 89 Allemands maintenant, ont un fonctionnement beaucoup plus politique. Et nous, comme Français, on privilégie effectivement, en tout cas comme élus politiques, on privilégie cette discussion d'abord dans ce cadre-là. C'est tout à fait clair. Absolument. Yves. Non, on se lève devant le Parlement. J'aurais dû être levé alors. J'aurais dû me lever. Mais on se lève avant de parler au Parlement. Moi, j'avais une question un peu plus grosse sur le plan politique. Dans la mesure où d'aucuns, aujourd'hui, pensent un peu que les Anglais sont sortis suite à une grosse colère interne. Et on se demande si on peut vraiment laisser faire ce genre de procès, alors que ça se trouve, ils sont en train de penser qu'ils ont fait une connerie et qu'ils n'ont pas sortir. Alors, qu'est-ce que vous pensez sur le thème de l'abrogation de l'article 50 de considérer que la sortie peut être une sanction? Sur le fait que les Britanniques aient commis une erreur, je ne sais pas si tous le pensent ou si une majorité le pense, mais ce qui est certain, c'est que cette sortie repose quand même sur un pur problème, une pure question domestique initialement quand même. Puisque Cameron essaye de régler un problème domestique dans son propre camp politique conservateur sur le dos de l'Union européenne. Remarquez, il avait beau jeu de faire ça puisque les tabloïds britanniques depuis des dizaines d'années tapent sur l'Union européenne matin, soir, midi, nuit, comme étant la responsable de tous les maux britanniques. Donc cette petite musique de l'Union est responsable, coupable, c'est quand même quelque chose qui est quasi instinctif, on va dire, dans un certain nombre de fonctionnements chez certains responsables politiques britanniques. Cameron a joué vraiment un pari tout à fait détestable. Je pense qu'il pariait que le référendum, finalement, ne donnerait pas le résultat final. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis couché, c'était contre le Brexit, je me suis réveillée, c'était pour. Hein. Donc, voilà, je ne sais pas vous, je ne sais pas dans votre cas, mais parce que cette ambiguïté initiale, elle a perduré, que la campagne du oui a été très faiblarde, du contre le Brexit, hein, je veux dire, a été très faible, pas convaincu du tout, comme si finalement il y avait un côté conjuratoire, ça ne va pas se faire. Sauf que la réalité, c'est je crois qu'ils n'étaient pas du tout organisés. Ceux qui étaient contre le Brexit ne se sont pas exprimés de façon très forte. Et ceux qui étaient pour le Brexit, pardon de le dire comme je le pense, ont quand même cumulé les mensonges sur l'Union européenne avec vraiment en étant sans vergogne, quoi. Dire que sortir de l'Union européenne va immédiatement renflouer le système de santé britannique dans les semaines qui suivent, c'était quand même prendre les Britanniques pour des perdreaux de l'année, quoi, franchement. Dire que d'un seul coup que toutes les problématiques de migration allaient s'arrêter immédiatement parce qu'ils allaient sortir de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de le double-decker qui était utilisé par les Brexiteurs, où il y avait une colonne de gens qui marchaient sur un chemin. Rien que ça, déjà, c'est méconnaître que, à mon avis, de mémoire, les îles britanniques sont des îles. Donc, l'arrivée par la terre, c'est quand même assez peu fréquent. Hein, mais bon, voilà, c'est purement personnel. Donc, ça a été quand même une galerie de mensonges qui ont vraiment été servis de prétexte
pour sortir de l'Union européenne. Donc oui, sincèrement, je pense qu'il faut je ne suis pas certaine qu'on soit obligé maintenant d'en tirer des conséquences. Vraiment, je parle sans filtre devant vous. Je ne suis pas certaine, enfin convaincue qu'il faille tirer des conséquences institutionnelles de ce qui s'est passé avec le Royaume-Uni, parce que la réalité montre quand même que c'était vraiment une erreur. Si vous prenez la question de la migration, maintenant ils se rendent compte qu'ils avaient, je disais ça la semaine dernière, c'était assez stupéfiant, que tous les conservateurs britanniques qui se sont occupés de cette question disaient maintenant qu'ils avaient fait une erreur, parce qu'en fait ils avaient dit qu'ils voulaient reprendre le contrôle, vous vous souvenez, take back control. Donc ils reprennent le contrôle, mais ils n'agissent pas sur la source et pas sur les conséquences. Et donc en fait, ça ne change pas la réalité de ce que les Britanniques perçoivent de difficultés liées à la migration. Donc en fait, ils ont repris le contrôle, mais pour n'en faire rien du tout. Et donc voilà, je pense que la pratique a beaucoup démontré que c'était très très compliqué de sortir de l'Union européenne. On ne parle plus de Polexit, on ne parle plus de tout cela. Vraiment, on est, je crois, vraiment passé à autre chose. Vous évoquez le rôle de la presse. Ah, oui. Donc, beaucoup d'entre nous... alors, deux choses. La presse a quand même changé en France à propos de l'Europe. Elle traite l'Europe très différemment de ce qui existait, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. Vous avez des journaux de droite qui avant professaient des idées très anti-européennes, qui aujourd'hui on met beaucoup d'eau dans leur vin, et vous avez des partis de gauche qui ont fait exactement pareil. Pourtant, à chaque fois qu'on parle avec nos adhérents, vous entendez cette critique qui consiste à dire comment se fait-il que dans l'Union, et en particulier en France, il n'y ait pas de presse carrément pro-européenne dont la mission est au moins d'expliquer ce qui se passe dans la démocratie parlementaire que nous avons au niveau européen. Donc, quelle serait la solution? Alors, certains disent qu'il faut une chaîne de télévision européenne, d'autres disent qu'il faut des journaux pan-européens. Pan-européens. Comment? Oui. Oui, voilà, un taurillon, oui, un taurillon européen. Voilà. Quelle est votre solution? Oula. Ou en tous les cas, vous me confiez une tâche très très importante. En tout cas, les idées que je peux développer sur ce sujet. Voilà. Alors, vous pensez à une presse généraliste avec une forte tendance. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire une presse lue. Oui. Oui, si possible. Une presse que ça ne sert à rien si c'est une presse que... Là où je vous rejoins, là où je vous rejoins, c'est qu'on trouve maintenant, et hors période électorale, parce que la vraie difficulté, c'est que souvent, il y avait une espèce de concentration les quelques semaines avant, ou quelquefois mois, mais rarement, quelques semaines avant l'élection européenne, il y avait une espèce de concentré d'intérêt des médias français, je parle des Français parce que c'est ceux que je connais le mieux, sur la dimension européenne, qui perdurait un petit moment après le temps qu'on se bagarre sur les responsabilités, les votes, etc. Puis après, qui tombait un petit peu dans l'oubli. Donc c'est quand même quelque chose qui, effectivement, doit perdurer. Mais il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives. Donc je partage l'idée selon laquelle on parle plus d'Europe dans les médias maintenant. Et il y a quelques journalistes aussi qui nous ont beaucoup aidés à garder ça sur le terrain visible. Mais il y a eu des tentatives qui ont existé. On avait une chaîne qui s'appelait Europarl, mais qui était liée au Parlement européen, qui était une chaîne qui était très très pédago, qui traitait vraiment des sujets du fonctionnement du Parlement, du fonctionnement de l'Union, qui s'est heurté à quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, qui s'est confronté à quelque chose qui est le multilinguisme. Parce que si vous devez avoir une télé réellement européenne dans les 24 langues de l'Union, imaginez ce que ça veut dire en termes de logistique, de transcription, de traduction en permanence. Donc, au bout d'un moment, le choix a été fait
de s'en séparer sous cette forme avec des journalistes, hein, s'entend, puisqu'on conserve quelque chose qui est sous format numérique, mais qui n'a pas la même vivacité qu'une chaîne avec des reportages, avec des débats, des choses comme ça. Moi, j'ai participé à plusieurs débats sur Europarl TV. C'était absolument génial, quoi, parce que on pouvait vraiment parler de ces sujets en atteignant à la fois des journalistes et un public. Donc ça reste très, très difficile à faire sous cette forme-là. Il y a une autre tentative qui est en train, elle aussi, de péricliter avec Euronews, puisque la chaîne a souvent une chaîne réellement européenne qui essaye, là aussi, de produire des reportages qui fonctionnent dans beaucoup de langues. Mais malheureusement, le choix éditorial qui est fait là en ce moment par le board de Euronews fait qu'on va perdre cette chaîne au profit de quelque chose qui sera très... j'enlève mes affaires, très centré sur... bonjour. Pardonnez-moi, je perds le fil. Cette chaîne va se recentrer probablement sur une fonction très bruxelloise et donc perdre cette identité de chaîne qui s'adresse à beaucoup d'autres gens. J'avais un attachement particulier à cette chaîne puisque en fait le siège est à Lyon, donc moi je suis lyonnaise. Le cube vert de Euronews était quand même assez emblématique. Mais voilà, donc 200 personnes, 200 journalistes, 500 métiers induits vont disparaître et c'est vraiment, je trouve, une vraie perte. Et vous savez les raisons ? C'est parce que pour faire vivre une rédaction dans toutes ces langues, avec toute cette diversité, ça demande un investissement extrêmement fort, financier, s'entend. Et une aide de la Commission européenne et du Parlement qui viennent soutenir cette chaîne. Et je pense qu'il y a une divergence maintenant assez lourde entre les intérêts de l'Union européenne et les intérêts des propriétaires de la chaîne. Et donc ce schisme-là fait qu'il se recentre. Alors ce que j'espère, c'est que l'Union européenne va sortir la nouvelle version des décodeurs de l'information, parce que ça doit faire à peu près 2 ans que personne n'y a touché. Et ça, pour nous, sur le terrain, c'était un document de travail. Absolument. Et si vous pouvez, en revenant au Parlement, insister pour que le Parlement fasse pression sur la Commission pour que d'ici le début de la campagne électorale, on ait une nouvelle édition des décodeurs de l'Europe. Ça c'est utile. Oui, bien sûr. Hein, tu es d'accord, le décodeur de l'Europe, c'était un document, en tous les cas, que nous avons utilisé très souvent dans nos plaidoyers. Et il n'est pas à jour depuis 2 ans. Alors qu'il s'est passé tant de choses, vous l'avez dit tout à l'heure, très important depuis ces 2 ans, années. et que donc il y a encore beaucoup d'arguments qu'on pourrait utiliser. Absolument. Je voudrais revenir une minute sur la question de la Grande-Bretagne, comme je suis britannique et française. Je veux travailler avec la Commission européenne. Je peux vous dire une chose, c'est vrai qu'on a beaucoup menti en Britannique, le gouvernement britannique. Il a menti au long et au large. Mais c'est vrai également, je peux vous dire, des points de vue personnels, du travail qui a été fait. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec Tajani, le vice-président de commission, on a organisé des forums, on a organisé des conférences, on a organisé des délégations. Je n'ai jamais vu un Britannique venir. J'ai vu un Britannique invité. Alors que, sincèrement, on a tout fait. Des réunions pour les entreprises, des délégations, même du Covid. Mais, pardon, excusez-moi, je ne suis pas sûre de comprendre. Les Britanniques ne venaient pas où? Ils n'étaient pas invités où? Ils n'étaient pas invités à nos réunions, à tout ce qu'on faisait. Jamais il n'y a eu un seul Britannique. On n'a jamais invité des Britanniques à venir dans des délégations. Alors on en a eu dans toute l'Europe, même en dehors de l'Europe, comme je vous disais. Mais on a eu des réunions, beaucoup de réunions pour les entreprises, pour les faire participer, pour devenir plus européennes, etc. Jamais on a invité une entreprise britannique, jamais on a invité un seul Britannique à venir rejoindre. Donc l'Europe, elle a quand même un rôle. C'est curieux quand même ce que vous dites. Je suis embêtée, je suis perplexe sur ce que vous êtes en train de dire. Oui, j'entends ce que vous me dites, mais il n'y a pas de raison avant le Brexit
que les Britanniques n'aient pas été associés de la même manière que les autres ressortissants dans les États membres. Il y avait à ce moment-là aucune raison. D'après ce que je comprends, ils avaient même un taux de participation qui était Mais assez absolument, élevé oui, au oui, niveau oui. du Parlement. Revenir là-dessus, qu'il n'y aura jamais une possibilité de revenir sur cette question de la sortie des Britanniques. Ah ça, moi je parierais pas, hein. Franchement, autant j'étais absolument sûre que la fracture était vraiment trop lourde, trop difficile il y a quelque temps, autant je me dis que c'est plus quelque chose qui est complètement inévocable maintenant, ni irrévocable d'ailleurs. Sylvine, je vous annonce que nous sommes en train de monter une conférence avec l'ambassadrice de Grande-Bretagne Très bien. qui va venir nous rencontrer et qui acceptera toutes les questions de la salle exactement comme Sylvie le fait aujourd'hui. Et justement, pour parler de ce sujet, quel avenir pour les relations entre la Grande-Bretagne et Mais c'était vraiment l'Union douloureux européenne. en plus parce que Et ils sont demandeurs, c'est ça que je veux dire. ouais. Bien sûr, en plus c'était très important parce que connaissant la tradition diplomatique britannique, perdre cette dimension-là, c'est pas complètement neutre. Surtout dans un monde qui bouge autant ces dernières années, avec des équilibres continentaux qui bougent énormément. Donc ils étaient évidemment, au moins de ce point de vue-là, très utiles. Madame. On n'entend pas les questions. Vous venez jusque-là peut-être? Oui. Oui. Tenez, regardez. Merci. On vient de parler de l'Europe dans les médias. Comment on peut parler de l'Europe et inviter les citoyens à parler d'Europe pour que ça soit dans les médias? Or, peut-être vous pouvez m'expliquer, il y a une émission à la télé qui s'appelle « C'est la faute de l'Europe ». Oui. Alors, vous pouvez peut-être m'expliquer Pourquoi ça s'appelle comme ça? Oui, voilà. Et c'est très choquant. Enfin, moi, j'ai été très choquée. Alors, j'attendais à ce qu'on parle d'Europe de plus en plus. Mais oui, mais... dans plusieurs réunions. Et là, je vois, c'est la faute de l'Europe. Alors, ne le prenez justement pas au pied de la lettre. Alors, madame me dit qu'elle a été, d'une certaine manière, un peu choquée par le fait qu'une émission ils ont fait France Info et je ne sais plus, qui s'appelle La faute à l'Europe, ça s'appelle. La faute à l'Europe. En fait, ne le preniez pas au pied de la lettre et écoutez cette émission, qui est une des plus pro-européennes que je connaisse. Mais le titre, ça s'inspire d'un film où Gabin dit « c'est la faute à l'Europe ». Parce que justement, ça stigmatise le fait que souvent on met sur le dos de l'Union européenne tout un tas de choses dont elle n'est pas responsable ni coupable. Donc en fait, regardez cette émission qui est assez impertinente par certains moments, avec une partie de débat, une partie de reportage. Moi, là aussi, je l'ai fait souvent. C'est quelquefois un peu sportif, mais c'est réellement une émission réellement très, très pro-européenne. Donc, regardez-la, vraiment. Voilà, elles sont tard, hein. Madame. Je suis d'accord. Oui. Et pour être tout à fait honnête, c'est pas lié à ce gouvernement. Je veux dire, ils ont tous, je crois, ils sont partés. On se dit toujours, quand on est au Parlement, on dit toujours la chose suivante, c'est-à-dire qu'ils partent de Paris en disant on va dire ça à l'Union européenne, là, et ils reviennent en ayant complètement changé Kazakh. Mais comme ils ont changé Kazakh, il faut trouver une autre explication. Donc en fait, c'est l'Europe qui m'a obligé à et tout ça. Donc, et c'est vraiment ça, c'est franchement très malhonnête. C'est un sport national, pas que national, mais notamment national, et c'est assez malhonnête voilà, absolument. C'est pas très responsable. Et ça brouille aussi l'image de l'Union européenne, parce que s'il ne s'agissait que de trouver des explications X ou Y pas très honnêtes, c'est une chose, mais ça brouille l'image, et je trouve que c'est pas, voilà, c'est... Oui, absolument.
Et pourtant, les débats au Parlement sont transparents. Si les gens veulent se donner le mal Absolument. de constater par eux-mêmes la qualité du débat, la qualité du fonctionnement de la démocratie, ils peuvent le faire. Absolument. Alors, puisqu'on parle de ça, un sujet que vous connaissez par cœur, c'est la transparence. Mais ça vous énerve d'ailleurs beaucoup quand, non. non, mais que, Oh non. Quand Approchez-vous du micro, je crois. Parce que quand vous avez eu les problèmes de l'année dernière, bon, ça vous a énervé quand même parce que vous aviez fait beaucoup pour améliorer la qualité de cette transparence. Alors, on avait fait un débat il y a quelques années sur le sujet des lobbies et de l'influence des lobbies sur les députés. Je suppose que c'était en 2017, donc vous avez encore plus maintenant d'expérience. Que faudrait-il faire de plus pour pouvoir améliorer encore la transparence et rendre impossible le cas que nous connaissons maintenant de la députée grecque? Permettez-moi d'élargir, la députée grecque et quelques autres anciens députés. Et quelques autres. Voilà, oui. ouais, parce que Eva Kaili a sans doute, comme vice-présidente, une visibilité particulière, mais elle n'est pas la seule dans cette opération. Je vais être un petit chouïa iconoclaste avec vous dans ma réponse en disant il n'y a pas grand-chose à améliorer, en réalité. Mais il y a quand même un certain nombre de choses. Parce que si toutes les règles que nous connaissons au Parlement européen, et merci de l'avoir signalé, auxquelles j'ai contribué à la mise en forme, on va dire, avaient été suivies correctement dans l'affaire de corruption du Qatar, je pense que nous n'aurions pas rencontré cela. Et la chose qui fait la différence, finalement, c'est une forme d'appât du gain supplémentaire. C'est quand la partie corruption intervient. Parce que sur la transparence, sur le fait, par exemple, de donner publiquement vos rendez-vous, de n'accueillir que des lobbies enregistrés, de les obliger eux-mêmes à faire des déclarations sur le nombre de personnes qu'ils emploient, qui, à quel usage, pour quel montant financier, d'avoir ce qu'on appelle une empreinte législative, c'est-à-dire de pouvoir indiquer qui vous avez rencontré tout au long de votre travail pour indiquer publiquement qui vous avez rencontré et qui est susceptible d'avoir influencé votre point de vue ou d'avoir donné des éléments, tout ceci existe. Tout ceci existe. Et donc, en théorie, voilà, il y a besoin sans doute d'améliorer sur la partie des anciens parlementaires qui ont quelquefois un peu tendance à se dire bah, j'ai une expérience donc je vais en faire profiter, sauf que de temps en temps c'est un petit peu rapproché de leurs anciennes fonctions et donc il y a un petit mélange qui s'opère. Donc il y a probablement des choses à améliorer de ce point de vue, mais qui soient proportionnelles aussi à la durée du mandat. Ça ne sert à rien d'avoir, je sais pas, admettons 5 ans d'interdiction d'agir dans le domaine de la défense des intérêts quand on est un ancien parlementaire, si on a été parlementaire pendant 6 mois ou 2 ans. Ça sert à rien, ou même un mandat. On n'a pas acquis le portefeuille de connaissances suffisant. Par contre, quand on en a 5 ou 6, ça peut être utile d'avoir une prise de délai par rapport à des activités. Et puis, un ancien parlementaire peut tout à fait faire autre chose que du lobbying par ailleurs pour utiliser ses compétences. Donc de ce point de vue-là, il y a vraiment à améliorer encore un peu les choses. Mais malheureusement, je crois qu'on a encore dans notre société, dans les groupes humains des élus, des gens qui sont des gens corruptibles. Et ça, c'est extrêmement difficile à l'épister, en fait, en réalité. Mais il faut continuer d'être sur ce travail de transparence et de contrôle. Et quel travail est fait au niveau du corrupteur? C'est-à-dire C'est-à-dire du corrupteur potentiel. Ah mais eux, là où on a récemment aussi amélioré les choses, c'est que les entités nationales n'étaient pas obligées de se déclarer comme groupe d'intérêt. Donc en fait, un ambassadeur pouvait avoir un badge d'accès et pouvait avoir accès aux parlementaires qui le souhaitaient.
là, on a demandé à ce que toutes les entités, et spécialement les entités des pays tiers, évidemment, soient répertoriées sur le registre de transparence, donc comme étant un groupe, en tout cas ayant des intérêts à discuter avec tel ou tel au sein du Parlement. Donc il faut aussi regarder de ce côté-là, vous avez raison, du côté du corrupteur, et pas seulement du côté du corrompu. D'autres questions sur ce sujet avant qu'on passe à un autre? Là, il reste 20 minutes. Alors, réfléchissons un petit peu à l'avenir, et en particulier à votre expérience et aux conseils que vous pourriez donner en matière de réforme et d'évolution du fonctionnement du Parlement. D'abord, première chose, est-ce que la loi de 2018 en France, qui a quand même changé beaucoup puisqu'on est passé de listes par circonscription à des listes nationales, est-ce que ce changement, de votre point de vue et compte tenu de votre expérience, vous paraît bon? Alors, moi, j'ai vraiment milité pour le retour à une liste nationale pour plusieurs raisons, en positif et en négatif. D'abord parce que pour avoir été élue 2 fois et avoir exercé mon mandat 2 fois entre 2014 et 2014-2019 sur la grande circonscription du Sud-Est, le côté proximité du parlementaire européen dans les circonscriptions qui comptent 3 régions administratives françaises, Rhône-Alpes sans l'Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, ça rend quand même la proximité un peu relative. Relative. Bon, mais bon, ça peut exister. Moi, j'y ai attaché beaucoup d'importance. J'ai fait beaucoup de déplacements. J'étais vraiment, j'ai essayé d'être vraiment sur le terrain aussi souvent que nécessaire et possible. Mais ça rend quand même les choses un peu compliquées. C'est 17 millions d'électeurs. Enfin, voilà, c'est chaud, quoi. C'est 16 départements. Donc, voilà, c'était compliqué. Mais bon, ça avait son avantage quand même, et ça avait été survendu aussi comme étant le retour à une forme de proximité. Donc en fait, ça existait déjà plus vraiment quand même. Et le désavantage, c'est que, du coup, l'avantage d'une liste unique, c'est que ça a quand même renforcé le côté élection politique de cette affaire, et pas juste proto-territorial, ou en tout cas au-delà du territoire. Donc je pense que ça avait vraiment son importance. Bon, ça a eu des conséquences plus ou moins fâcheuses selon la liste sur laquelle on était, évidemment, mais ça a rendu effectivement la liste, cette élection plus politique. Est-ce que ça n'a pas distendu le lien avec l'électeur? Par nature, alors je fais la part des choses, puisque moi, comme je termine mon mandat, je ne souhaite pas être renouvelée. J'ai fait ce choix-là déjà il y a longtemps. Je ne ferai pas de 4e mandat. Donc peut-être que mon prisme personnel, ça a été aussi peut-être d'être moins présente sur le terrain. Mais très sincèrement, d'autres de mes collègues qui se situent peut-être dans des perspectives là aussi européennes savent très bien qu'en réalité, s'ils prennent trop de distance par rapport aux électeurs ou au territoire dans lequel ils sont quand même élus, puisqu'ils existent aussi quand même à certains endroits, savent que de toute façon, ça ne fonctionnera pas comme ça, purement sur un aspect je suis un législateur et donc peu importe le territoire. Ça ne fonctionne. Je pense qu'ils sont tous parfaitement conscients que ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Mais il faut trouver effectivement le bon équilibre. C'est pas toujours très simple à trouver, effectivement. Il y a des territoires qui sont plus ou moins identifiés enfin plus exactement l'inverse, des élus qui sont plus ou moins identifiés dans leur territoire. Pour dire appeler un chat, là aussi, c'est sans doute un peu plus difficile à Paris et en région parisienne d'apparaître comme étant un élu européen de territoire que si, comme mon collègue qui vient d'arrêter, Éric Andrieux, qui était à Narbonne, lui c'était Narbonne, l'Occitanie et l'agriculture, donc on savait qu'il était député européen. C'était ça. Donc voilà, c'est très différent. Il y a une de vos collègues d'ailleurs que nous allons inviter, qui elle est de Metz. Je pense que tout le monde à Metz sait qui elle est. Oui, je pense. Nathalie Colin Osterlé.
Bon, elle, tout le monde sait à Metz qu'elle est J'imagine, députée ouais. européenne et que quand on veut poser des questions sur le Parlement européen, on peut s'adresser à elle. Mais en effet, à Paris, c'est plus compliqué. Oui, oui, c'est plus compliqué. Et puis voilà, en termes de représentativité, c'est pas la même chose, quoi. D'autres questions? Nous avons encore un Vous quart vous d'heure. m'aviez quand même interrogé, au-delà de la Oui. liste nationale, s'il y avait des réformes. Ah, aussi, d'autres réformes. Pour une fois que c'est pas moi qui Voilà. ai une question, je suis très très fière de moi. Généralement, Oui, 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 bravo, mais bravo. c'est pas grave. bravo. Mais c'est parce que je l'ai marqué en fait. Je D'autres. triche. Ah bon. Mais je pense qu'il n'y a pas que des réformes parlementaires à intervenir. Moi, le fond de ma pensée, mon idéal, quand même lié au Parlement, c'est d'avoir une élection avec des listes transnationales. Oui. Très sincèrement, je pense que cette idée, même si c'est compliqué, alors pour le coup, et que cette identification entre les électeurs et leurs élus, c'est que ça va être quand même une dimension encore plus compliquée. Mais je pense que l'Europe mérite que un élu soit candidat, enfin qu'un candidat le soit pour réellement représenter les enjeux européens et pas seulement soit affilié ou assujetti à un État. Je peste tous les jours, presque tous les jours, quand je vois que le ministère de l'Intérieur continue de m'appeler Madame la représentante de la France au Parlement européen. Non, je ne suis pas la représentante de la France au Parlement européen. Il y a des représentants de la France au Conseil, mais je ne suis pas la représentante Je suis française, mais députée européenne, mais je ne représente pas la France. Pas plus que je ne Vous représente disiez ça à Marine Le Lyon. Pen. Mais il y a cette confusion, à la limite que Marine Le Pen l'utilise politiquement, c'est une chose, que le ministère de l'Intérieur l'utilise, c'est une autre chose. Bref, donc je pense que ces listes transnationales ont vraiment un intérêt. Je pense également qu'il faut qu'on acquiert aussi, qu'on fasse sauter le droit de veto, que la question de l'unanimité dans les décisions du Conseil, c'est quelque chose qui est infiniment handicapant dans beaucoup de domaines, et que l'expérience de la guerre en Ukraine et de la pandémie ont réussi aussi à faire sauter, puisqu'il y a un certain nombre de sujets qui sont sortis de l'unanimité. Donc il faut qu'on continue sur cette place-là. Il faut, de mon point de vue aussi, ce troisième élément que je trouve très important, qu'on arrive à obtenir pour le Parlement européen la capacité à être aussi à l'initiative de la législation. Pour l'instant, seule la Commission est à la plume et prend l'initiative législative. Je pense qu'on est quand même assez bien placé comme parlementaire pour savoir ce qui peut être intéressant en termes de législation et donc être aussi à la manœuvre sur ces textes-là. C'est trois réformes, à mon avis, assez importantes. Sur les circonscriptions électorales aux élections européennes, vous êtes partisan de la liste nationale. Oui. Ça peut se justifier effectivement parce que les membres de l'Union européenne ne sont pas les régions ni les départements. Par conséquent, ce sont les États, les États membres. Mais et là-dessus, j'avais suivi tout à fait, moi, j'avais écrit un truc à l'époque au président sur la question, et qu'effectivement, c'est justifié d'avoir des circonscriptions électorales en prenant la circonscription nationale. Néanmoins, on a tendance quand même, donc moi je critique cet état de fait actuel, parce qu'on a tendance à confondre la nation et l'Europe de ce fait. Alors qu'en réalité, les listes internationales, les listes transversales, pour moi, c'est un peu l'inverse. Si on a un député allemand qui se présente pour Paris et qui vit à Munich, je vois pas très bien comment il va... Mais vous en avez déjà, hein? Bon, en fait, oui. Donc le but, c'est quoi? C'est d'avoir une circonscription électorale pour se faire élire. Et puis après, vous êtes député européen, vous n'êtes pas député représentant la France, vous êtes député français. Absolument. Représentant l'Europe. Mais vous savez, il y a déjà des exemples. Hein. Oui. Il y a des députés. D'accord. Oui, absolument.
Moi, je plaiderais plutôt pour peut-être pour retrouver les 8 circonscriptions qu'on avait précédemment, parce qu'il y avait un peu d'identification aux députés, on ne se connaissait pas nos députés, mais on ne les connaît pas plus aujourd'hui. Oui, mais ça change rien à votre sujet sur le député allemand qui se fait élire à Paris. Ça change rien. Mais c'est pas grave. S'il a une résidence à Paris, je pense qu'il peut le faire. Oui, mais c'est pas juste. Ce que je veux dire, c'est pas juste une question de localisation. C'est aussi, c'est une dimension politique un peu plus large que ça. Vous avez des exemples. Sandro Gozzi, il est italien. Il a été élu sur la liste nationale française. Vous avez dû avoir, si ma mémoire est bonne, un champion automobile finlandais il y a quelques années qui a été... comment il s'appelle? Ça se termine en Alcanen, bien sûr. Mais... allez, qui a été élu... Hein? Voilà. Raikkonen, voilà. Non, pas Raikkonen. Non, il est restant, lui. Il continue de faire la... Ouais. Non, j'ai plus. Enfin bref, qui a été élu, effectivement, dans un autre État membre. Donc, ça a existé. Après, c'est une nouvelle fois. C'est trouver le bon réglage entre ce qu'on admet comme la représentativité, la représentation, de ce que représente aussi l'autre aspect, qui est que nous défendons l'Union européenne, nous défendons des politiques à construire, des politiques européennes à construire, que ceci doit nécessairement dépasser l'intérêt national qui est représenté. Je le redis quand même, c'est pas l'intérêt national n'est pas complètement éludé dans l'Union européenne. Les États membres, enfin le Conseil est là pour faire ça. Donc ça ne disparaît pas. Bernard. Oui. Ça peut être voilà. Ça peut être voilà. Je voulais suivre cette idée-là. Pardon. Merci du coup de faire le fil. C'est qu'après il peut y avoir des systèmes un peu hybrides. Là, on s'est dit les Britanniques sont sortis. On a fait un réajustement. On est passé de 751 députés à 705. 704, pardon, 705, pardon, pour justement, en perspective d'éventuellement des élargissements et d'arrivée d'autres États membres. Il peut y avoir une petite partie, d'ailleurs, c'est ce qui est la Commission des affaires constitutionnelles a travaillé sur ça pendant 5 ans, à avoir une partie des anciens britanniques, enfin des sièges d'anciens britanniques, pour être utilisés pour une petite liste transnationale. Je crois qu'ils étaient 28, quelque chose comme ça, qui serait, comme par hasard, arrivé sur une liste transnationale. Ça n'a pas suivi son cours. Le Parlement était prêt, on a voté, et le Conseil, une nouvelle fois, n'était pas d'accord avec nous. Donc, ça n'ira pas plus loin pour l'instant. Ça a bloqué. Quels sont les domaines dans lesquels vous avez parlé de la majorité de substituer la majorité qualifiée à l'unanimité? Quels sont les domaines, pour vous, qui devraient être privilégiés? J'ai déjà pseudo-répondu tout à l'heure, et vous m'avez repris à juste titre, sur la question de la fiscalité. Je crois qu'on fera des progrès réellement, des vrais progrès fédéraux et qui donneront par ailleurs de la puissance à l'Union européenne que si on a, en matière de fiscalité, cette capacité à lutter contre le dumping, tout ce qui crée du dumping. Parce que la réalité, c'est ça, en fait. C'est qu'on a un certain nombre d'États membres qui sont très à cheval sur leurs propres pratiques fiscales, qui sont des paradis fiscaux dans l'Union européenne. Et donc, le fait de lâcher ce petit morceau de pouvoir pour que on ait réellement une puissance collective, ça les embête énormément. Or, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra réellement acquérir quelque chose qui est très utile et très important, je crois. C'est un budget qui soit correspondant à l'ambition européenne. Avoir un budget tel qu'il est maintenant, il doit être cette année voté, j'ai toujours des problèmes avec les chiffres d'une année sur l'autre, mais on doit être autour de 170 milliards, en gros à la grosse louche, pour l'année en cours, pour un nombre de citoyens européens qui quand même doivent frôler les 420 millions. On ne peut pas dire que ce soit absolument énorme. Donc il faut pouvoir acquérir une meilleure fiscalité, avoir plus de budget. Ça passe par la taxe sur les transactions financières, qui est une taxe qui peut objectivement beaucoup aider. Et ou taxe carbone aux frontières. Tout ce qui ne fait pas reposer sur les contributions nationales et par conséquent est vraiment d'un bon rapport
pour les politiques européennes. Mais ça, on est bloqué, et donc on est obligé de s'en tenir à des coopérations renforcées entre quelques États membres, 11 ou 12 mémoire, alors qu'on n'arrive pas à passer cette rampe. Et je trouve que de ce point de vue, ça serait très utile. Alors, vous savez que Olaf Scholz a parlé 2 fois Oui. de... Et devant Effectivement, oui. deux fois. Il est venu au Parlement. Il a parlé de la fiscalité et il a parlé des affaires étrangères. Oui. Alors, ça, donc, que les décisions en matière affaires étrangères soient prises à la majorité qualifiée. Pensez-vous que ce soit réalisable? Et comment? Alors, d'abord, c'était très curieux la manière, cette présentation sur le fait qu'il y ait des décisions sur les affaires étrangères, parce que j'ai tellement le sentiment que c'est un peu le point ultime pour moi, mais vraiment c'est dans mon acception personnelle, peut-être que je me trompe, mais les affaires étrangères et les décisions liées aux affaires étrangères c'est le point ultime de la négociation qui repose sur le consensus, sur l'échange et pas sur le vote, selon moi, hein, vraiment. Et sauf à trouver des exemples contraires, mais qui doivent exister certainement. Donc je suis pas sûre que ce soit, pardonnez-moi. Oui, c'est parce qu'on approche de l'heure. C'est ça, c'est exactement ça. C'était pas un réveil, mais donc je pense qu'on passera sur la question des affaires étrangères, qui repose sur une subtilité de discussion par autre chose que la. Enfin, en lisant ça, nous, on a quand même eu, on a été un peu étonnés parce qu'on s'est dit, la fiscalité, bon, c'est un sujet technique, mais on peut imaginer qu'on y arrive. Les affaires étrangères, la géopolitique, c'est quand même un autre univers. On le voit bien en plus. Hein, il y a eu un condensé, un précipité avec la guerre en Ukraine qui a montré combien il était difficile et combien ces sujets-là étaient pas toujours maîtrisés par tout le monde, par ailleurs. Donc ça faisait un petit peu marketing. Vous lui dites pas, hein? Vous lui dites pas. Je vous dénoncerai pas. Je vous dénoncerai bon. pas. Jean-Bernard, est-ce que tu veux dire un petit mot avant que Sylvie ne s'en aille? Vous n'êtes pas, c'est pas moi. Voilà, ça y est. Pardon. D'abord, vous présenter mes excuses pour ce retard. Je t'avais prévenu, cher président. J'étais en séance du Conseil de Paris sur le plan local d'urbanisme. C'était légèrement moins consensuel que ce soir à vos côtés. Et voilà, il y avait un vote qui a duré jusque tardivement et j'ai pu me libérer. Donc je voulais d'abord dire à quel point j'étais ravi que vous puissiez faire cette réunion ici, dans cette mairie du 17e, dans cette salle dans laquelle je marie d'habitude. Et puis dire à Sylvie Guillaume tout le plaisir que nous avions dans le 17e à l'accueillir, voilà, à double titre, comme adjoint aux relations internationales et européennes, et puis puisque je suis lyonnais aussi. Voilà, donc ça me faisait plaisir et je tenais absolument à être ici. Vous dire que Éric le sait, les amis du mouvement européen peut-être aussi, c'est une mairie qui est profondément attachée à travailler aussi dans, on va dire, à l'émancipation de la citoyenneté européenne dans cet arrondissement et au-delà. Nous avons, depuis maintenant le début de la mandature que j'ai pris ces fonctions, énormément œuvré aussi bien par les réseaux traditionnels, puisque vous le savez, la Maison de l'Europe est dans le 17e, que nous avons les meilleures relations possibles avec les mouvements dont le vôtre, mais aussi vis-à-vis des citoyens européens qui habitent l'arrondissement. J'ai fait depuis que nous sommes sortis du Covid une réunion annuelle qui permet de rencontrer les citoyens de l'arrondissement européen. Alors ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, c'est plus facile parce qu'on les connaît, mais aussi par les consulats, parce que les consulats ont des listes aussi qui permettent aussi d'avoir aussi accès à ces personnes. Et l'objectif est de ne pas les laisser entre elles, c'est-à-dire de pouvoir aussi les mélanger avec dans la vie de quartier, dans la vie de l'arrondissement, et de créer aussi cet éveil à la citoyenneté européenne qui s'est transformé, je vous le dis, pour vous donner un exemple, pour la fête de l'Europe en un dîner européen qui a été fait avec une école d'apprentissage dans le 17e, autour de plats européens. On avait élaboré un menu et autres avec les citoyens et les gens du quartier, et ça a donné quelque chose de très sympathique qu'on va faire en beaucoup plus grand ensuite. Voilà pour la partie arrondissement. Après, j'avais deux points sur lesquels je voulais revenir par rapport à ce que Sylvie Guillaume disait, notamment sur la proximité.
Je vais vous dire, moi je suis élu ici et au Conseil de Paris dans le 17e depuis 2001. Je dois vous dire que même créer une proximité comme élu municipal dans un arrondissement de 170 000 habitants, presque 168 000, c'est déjà complexe. Je suis en charge d'un quartier qui représente 30 000 habitants sur les 168 000. Ça l'est quand même un peu moins, parce que bon, je pense que Claudine, on me connaît un peu dans le quartier, mais quand même, voilà. Donc la proximité, le sujet de proximité aujourd'hui, en plus, le message tel qu'il peut être perçu par la population, tel que vous le passez, au moment où vous l'émettez, n'est pas forcément perçu par ceux parce qu'ils s'y intéressent pas, parce qu'ils sont sur d'autres sujets. C'est-à-dire que moi, je pense aussi, notamment sur les problématiques européennes, qui sont des problématiques extrêmement importantes si vous voulez, à expliquer de façon très pédagogique et de façon constante, ça passe par les médias. Et d'ailleurs, on voit bien que les députés européens qui sont très identifiés, parfois, c'est pas, vous savez mieux que moi, ceux qui travaillent le plus au Parlement européen, mais c'est ceux qui font le plus de plateaux médias. Bon. Il y a quelques exceptions. Il y a quelques exceptions quand même. Quand ils arrivent à en faire. Mais il y a quelques exceptions quand même qui arrivent à faire les deux. Mais je dois bien avoir vu, moi, pour avoir été candidat sur des listes régionales, la dernière fois, je ne l'étais pas sur la liste nationale, mais la liste régionale, quand même, je trouvais, arriver à créer quand même un contexte. En tout cas, c'est vrai que c'était vrai sur l'Île-de-France, parce que c'est un territoire aussi plus restreint. C'est vrai qu'on avait une liste Île-de-France, ça permettait de balayer un peu plus largement. Et puis la deuxième chose, je voulais voir aussi, si vous étiez d'accord là-dessus, c'était sur... moi, ce que je pense aussi du rôle du Parlement européen et de ce qu'on pourrait avoir de plus sur ce Parlement européen et sur ce rôle, et j'ai tendance à faire le rapprochement avec notre Parlement national aujourd'hui. Je trouve que l'exécutif, dans un sens large, on le voit aujourd'hui avec l'Assemblée nationale ou le Sénat, notamment beaucoup à l'Assemblée nationale, l'exécutif voit bien dans cette période complexe, démocratique, à court-circuiter assez régulièrement les parlements. Par tout ce qui est juridiquement possible, constitutionnel ou autre. Je crains que ce soit pareil au niveau européen quand même, de plus en plus, par le Conseil et la Commission, et qui a quand même parfois un peu la main, je trouve, un peu lourde sur la partie réglementaire, et pas assez, je trouve. Non, mais pas à se défendre, parce que justement, c'est pour défendre le rôle du Parlement. Et je trouve je trouve que démocratiquement, c'est un vrai sujet, parce que nos parlements, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient européens, c'est l'expression démocratique aussi de la volonté des peuples, à un moment donné, de donner une représentation. Après, elle est ce qu'elle est, mais on doit pouvoir arriver à faire avec. J'espère que dans le débat des prochaines élections européennes qui va s'ouvrir, nous aurons véritablement l'occasion de travailler là-dessus. Alors peut-être que vous considérez que ce n'est pas vraiment le cas avec le Parlement. C'est vrai que le Parlement a pris le poids ces dernières années, on peut pas nier ça. Mais je pense qu'il y a un petit biais encore, de ce que moi j'ai pu voir sur certains domaines, où justement quand on a l'impression que c'est essentiel et important pour le Conseil ou pour la Commission, de passer parfois un peu outre aussi ce process démocratique en passant par le règlement. Alors voilà, c'est pas systématique, mais moi je trouvais que ça pouvait être aussi un axe d'amélioration sur lequel on pouvait travailler. Voilà, tout ça pour vous faire cette petite conclusion à ma manière avant de vous relaisser la parole, chère Sylvie Guillaume, et puis vous dire, mais Eric le sait, que la mairie du 17e, non seulement est européenne, mais en plus et sera toujours ravie d'accueillir le mouvement européen tel que nous pouvons le faire. Ça, c'est vraiment très, très, très apprécié. On applaudit. Et on applaudit Sylvie Guillaume. Si je peux juste de faire un effet comme ça, mais d'abord, vraiment deux, trois petites choses complémentaires très vite. Oui, bien sûr, avec plaisir. Pour rebondir avec ce que vous disiez, je n'ai pas évoqué d'autres types de réformes que j'avais en tête potentiellement sur le côté institutionnel européen, mais il y a sans doute, y compris des choses assez radicales à faire s'agissant du regroupement ou de la fusion. Est-ce qu'il est vraiment utile d'avoir encore ces trois institutions et avec telle partition du pouvoir? Mais il y a vraiment, je crois, beaucoup de choses à faire en la matière. Deuxième chose que je voulais indiquer, c'est votre intervention qui m'a fait penser aussi, en vous félicitant, j'ai redécouvert le 17e, cet endroit du 17e. Franchement, c'est très, très, très chouette. Et c'est votre intervention qui m'y fait penser, c'est que
la façon dont on aperçoit le rôle de l'Union européenne et l'Union européenne, c'est pas juste les parlementaires européens, c'est pas juste un gouvernement, c'est vraiment multiniveau. C'est-à-dire que tout le monde doit être dans cette bagarre. Et vous m'y faites penser parce que selon que l'échelon territorial est engagé ou pas dans cette fonction, a des convictions et les porte, c'est infiniment différent dans l'appréciation qui se fait par les citoyens. Voilà, et ça c'est absolument indéniable. Vous avez des mairies ou des régions même de temps en temps qui sont complètement soit absentes de ce débat, soit considèrent l'Union européenne un peu à titre utilitaire. Je ne citerai pas non plus de nom à ce sujet, mais c'est vraiment un état d'esprit. Donc ce côté multiniveau est très très important. Troisième chose que je voulais indiquer, le rôle des associations, et pas seulement parce que je suis devant le mouvement européen, pas seulement parce que j'en suis membre. Moi, je fais partie de ces parlementaires européennes qui considèrent que sans ce qu'on appelle des lobbies ou des groupes d'intérêt, des partenaires, on ne fait pas le même travail, on n'a pas la même fonction que si on était dans une espèce de tour d'ivoire ou enfermé dans nos certitudes. Et dernière chose, donc c'est un compliment très fort, et dernière chose, il faut toujours, je crois, garder, quand on parle de l'Union européenne, et là aussi vos propos m'y ont fait penser, monsieur, c'est qu'il ne faut pas simplifier à outrance un fonctionnement qui est complexe. Parce que la simplification, quelquefois, ça conduit aussi à des outrances et à un dévoiement de la démocratie. Et à l'inverse, la complexification à outrance n'est pas absolument indispensable quand on parle de l'Union européenne. Voilà, donc là aussi, c'est une question d'équilibre. Merci beaucoup. Merci à vous. Je savais que ça allait être un débat passionnant et je n'ai pas été déçu. Merci beaucoup de votre invitation. Merci. En tout cas.